On passe à la table ronde d'ouverture de cette 4e édition de JobStick 100% digital avec nos invités d'honneur et partenaires privilégiés depuis de nombreuses années. Joseph Sanfilippo, directeur Pôle emploi Hérault, Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale pour la région Occitanie, Monsieur Arnaud Moignet, président de la commission d'attractivité de la métropole de Montpellier et également conseiller métropolitain, en plus d'être titulaire du conseil d'administration de MBS. Et enfin, M. Bruno Ducasse, directeur de Montpellier Business School. On peut dresser un constat pour commencer du monde de l'emploi, du secteur de l'emploi aujourd'hui, après cette année bien particulière. Ma première question va s'adresser à Joseph Sanfilippo. Quel état des lieux pouvez-vous dresser aujourd'hui sur le secteur de l'emploi? Bien, bonjour Amandine. Écoutez, je crois que nous pouvons avoir un principe de réalité, hein. L'impact de la crise a été quand même très fort, très fort sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas se le cacher. Le secteur du numérique ne fait pas exception, hein, puisque si nous reprenons quelques chiffres de la période récente comparativement à l'année 2019, nous sommes sur une chute assez brutale, hein, de moins 50% d'enregistrement des offres à Pôle emploi. Donc, globalement, tous les secteurs, hein, d'activité sont concernés, en dehors de la santé, hein, étant donné les conditions, également du service aide à la personne, ou bien de la logistique, puisque aujourd'hui, évidemment, tout se fait à distance. Pour autant, nous sommes dans un secteur d'activité qui peut offrir de nombreuses perspectives. On sait que c'est un secteur qui, de toute façon, repartira et nous permettra d'offrir des opportunités aux demandeurs d'emploi, et on s'y attache. Parfait. On dit que le numérique recrute et peut ouvrir des nouvelles opportunités d'emploi. Qu'en est-il à ce jour? Bien, écoutez, sur le secteur du numérique, hein, bon, par rapport à mon petit mot introductif, il est clair que bien que touchés par la crise, nous aurons demain des opportunités qui seront offertes. On sait aussi, et on a de la chance, hein, d'avoir Montpellier, qui est une place forte, hein, du numérique, plutôt une référence au niveau national, avec toutes ces entreprises, toutes ces grandes entreprises qui sont implantées. Alors, eh bien, en règle générale, nous capitalisons, hein, ces moments de crise pour accompagner les demandeurs d'emploi, les préparer et mettre en place un certain nombre d'actions pour justement les amener à se qualifier vers l'emploi du numérique. C'est le cas notamment en activant le levier de la formation, hein, occasion pour moi de saluer Marie-Thérèse Tercier, hein, de la région, puisque entre Pôle emploi, la région Occitanie plus l'État, nous avons aujourd'hui des financements qui sont très importants pour permettre à des demandeurs d'emploi de se former pendant cette période. Donc ça, c'est très important. Pas plus tard qu'hier, hein, l'agence de Montpellier-Casténau a réuni en son sein une soixantaine de demandeurs d'emploi pour organiser une rencontre avec tous les organismes de formation qui aujourd'hui proposent des formations dans le secteur du numérique. Donc voilà, aujourd'hui, nous capitalisons cette période pour préparer justement les demandeurs d'emploi au métier du numérique. Justement, qu'est-ce que le numérique peut apporter au secteur touché par la crise? On parle souvent de transformation digitale. Aujourd'hui, on en a des exemples concrets. Oui, complètement. Alors, vous savez, lorsqu'on parle du numérique, il y a deux entrées. Il y a une entrée métier, et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec l'automatisation, la digitalisation, il y a énormément de besoins dans les entreprises, hors crise, évidemment, hein, mais on sait qu'il y aura de toute façon une capacité de rebond. Mais il ne faut pas oublier non plus l'autre aspect et l'autre entrée, qui est de pouvoir lutter contre la précarité numérique. Donc, nous avons aussi intérêt à préparer les demandeurs d'emploi à pouvoir développer leurs connaissances parce que le numérique est transverse et aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, nous avons besoin aussi d'avoir certaines compétences. Voilà, donc on s'attache aussi à pouvoir permettre à nos demandeurs d'emploi d'avoir une certaine autonomie sur le numérique et de pouvoir répondre plus largement par rapport aux besoins qui sont exprimés par l'ensemble des secteurs d'activité.
Quelles sont les actions en cours mises en place par Pôle emploi et prévues? Alors, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place aujourd'hui. Alors, j'évoquais tout à l'heure la formation en partenariat avec la région Occitanie, mais on peut aussi évoquer toutes les mesures aujourd'hui gouvernementales qui sont en cours, j'allais dire, de déploiement. On sait que pendant les crises, quelques entreprises peuvent avoir des besoins. Pour autant, ils rencontrent des problèmes de trésorerie, ce qui est tout à fait logique en ces périodes-là. Eh bien, nous avons aujourd'hui la possibilité d'activer des leviers, des aides, des mesures gouvernementales qui permettent d'embaucher avec des aides très incitatives. Je prends l'exemple, par exemple, voilà, je peux prendre l'exemple des emplois francs. Tout recrutement d'une personne qui réside dans un quartier prioritaire de la ville en CDI, c'est une aide qui peut atteindre 17 000 euros. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais nous avons aussi d'un point de vue j'allais dire, dispositif jeune, la possibilité de pouvoir embaucher via un CIE, contrat initiative emploi, qui est aidé à hauteur de 47% pour permettre justement d'embaucher ces jeunes-là. Donc, on a aussi beaucoup d'actions autour de l'apprentissage, donc en lien avec la mission locale, bien évidemment, mais l'apprentissage, qui est aussi aidé à hauteur de 8 000 euros pour un apprenti adulte ou de 5 000 euros pour un mineur, peut être aussi une aide incitative. Et on sait que l'apprentissage, c'est aujourd'hui la meilleure manière de se former. On a aussi des actions autour de la diversité. On sait notamment dans le secteur du numérique qu'il y a un enjeu de féminisation, puisque la balance est très déséquilibrée. C'est environ 30% de femmes dans les métiers du numérique, et qu'on a aussi, et d'ailleurs, je crois que Jobstick prévoit à chaque fois le Woman Time pour pouvoir inciter et encourager les femmes à rejoindre ce secteur du numérique. Donc, on a aussi des actions qui prônent la diversité sous toutes ses formes. Il y a quelques mois, nous avons monté une action avec l'équipe, l'association Diversity Days, pour justement permettre à des personnes qui sont pas forcément, j'allais dire, choisies, recrutées naturellement par les entreprises, à découvrir ces métiers et à pouvoir faire acte de candidature. Donc, ça a été une belle opération qui a été menée. Et puis, pour terminer, je voudrais aussi informer que lorsqu'on est dans une période de crise qui offre peu d'opportunités d'emploi, eh bien, la création d'entreprises peut être aussi une solution pour justement retrouver son propre emploi. Et Pôle emploi Hérault, et je sais que la région Occitanie aussi intervient beaucoup sur la création d'entreprises, mais à titre d'exemple, Pôle emploi Hérault finance chaque année à hauteur de 14 millions d'euros les porteurs de projets qui sont en demande d'emploi. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis il y a un dernier levier, puis j'arrêterai ici, mais je crois aussi qu'on a la chance dans ce territoire d'avoir une agence qui est spécialisée et qui est experte dans le domaine du numérique. C'est l'agence de Montpellier-Casténau, qui est d'ailleurs une référence au niveau national. L'occasion pour moi de saluer Eva Rimini, sa directrice, et toutes ses équipes qui sont aujourd'hui pleinement mobilisées dans ce secteur d'activité et qui sont globalement toujours mobilisées avec l'ensemble des partenaires et l'écosystème local pour pouvoir faire en sorte que les demandeurs d'emploi puissent rejoindre ce secteur d'activité. Voilà. Donc ça, c'était aussi important. Donc, un petit mot pour mes collaborateurs et notamment ceux de Montpellier-Casténau. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Diversity Days, on les salue, ils sont également partenaires de cet événement en co-animant notamment un atelier inclusion numérique cet après-midi aux côtés de Face Hérault. Et effectivement, des actions très concrètes pour soutenir nos entreprises des territoires et on le voit bien. En parlant de territoire, je vais m'adresser maintenant à Marie-Thérèse Mercier et à Arnaud Moignet en vous demandant quels sont aujourd'hui les enjeux de l'emploi sur la région et sur la métropole de Montpellier plus particulièrement. Bonjour à tous. Oui, donc peut-être je crois que quand on parle des enjeux de l'emploi, la question elle est quels sont les enjeux d'emploi à court terme
et quels sont les enjeux d'emploi à long terme. Et toute la politique et tout ce que nous essayons de mener actuellement, c'est bien d'essayer de répondre à ces préoccupations à court terme, hein, puisque la crise sanitaire est présente et les chiffres qu'a évoqué M. Sanfilippo sont très marquants, puisque un des secteurs les plus résilients, c'est le numérique. Or, on voit bien que même dans ce secteur, il y a 50% de demandes d'emploi, enfin d'offres d'emploi, pardon, en moins. Donc, il faut à la fois, donc, comme je le disais, travailler sur les enjeux de l'emploi à court terme et créer de l'emploi pour demain, puisque si nous ne pouvons pas simplement essayer de mettre des moyens sur le court terme sans nous préoccuper des filières d'avenir et des métiers de demain. Donc, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc, sur le court terme et sur les enjeux de l'emploi, c'est avant tout, je voudrais dire plusieurs choses. Un, c'est de préserver les emplois d'aujourd'hui. Préserver les emplois d'aujourd'hui. On ne peut pas ne pas évoquer le sujet très à court terme des petits commerces. Donc là où la région et la métropole, hein, d'ailleurs, sont très actives, c'est pour essayer d'abord de faire réouvrir le plus rapidement possible ces petits commerces. Et nous avons mis en place des plateformes, tout simplement pour essayer de faire que les commerçants puissent travailler aujourd'hui, même si c'est en click and collect, de façon tout simplement à préserver l'emploi. Une des solutions aussi à court terme et un des enjeux à court terme pour préserver l'emploi, c'est bien sûr aussi la formation. Ça a été évoqué, ça sera évoqué, je pense, à maintes reprises et notamment par Bruno Ducas aussi, c'est-à-dire qu'on a mis en place un programme tellement les enjeux sont importants hein, pour qu'il n'y ait pas de licenciement, qu'il y ait le moins de licenciements possible. Nous avons mis en place un programme avec l'aide de l'État aussi, c'est se former plutôt que licencier. Et ça, c'est un programme qui a un certain écho auprès des PME parce qu'effectivement, ça permet de former un certain nombre de collaborateurs qui sont soit en activité partielle, soit qui peuvent se former, voilà, de façon à éviter les licenciements. C'est très, très important en matière d'emploi parce que on a bien sûr le sujet de l'emploi à court terme, mais on a aussi le sujet des compétences. Et notamment dans le numérique, les compétences sont rares. Donc, il faut tout faire pour que ces compétences ne partent pas ailleurs. On a le même sujet dans l'aéronautique, hein, sur la région Occitanie, c'est-à-dire qu'il y a des compétences très particulières, très rares et très pointues. Et si ces compétences, si on ne préserve pas ces compétences et si on ne préserve pas l'emploi dans ces secteurs d'activité, ce sont des compétences qui peuvent être appelées à disparaître. Donc voilà, donc on a sur le court terme vraiment ces enjeux de formation, de préserver l'emploi, et on a aussi, bien sûr, tout le sujet qui est à court terme et à long terme, le sujet de la localisation ou de la relocalisation. On l'appelle souvent relocalisation, et donc c'est un sujet très, très important pour nous parce que la première crise sanitaire nous a montré qu'il y avait un certain nombre de filières qui ne produisaient plus en région, je vais le dire comme ça, pour faire simple, et donc il y a des enjeux très très forts et nous avons beaucoup travaillé avec notre agence de développement économique ad hoc sur quelles sont les filières clés et surtout où est-ce que dans ces filières clés on apporte de la valeur ajoutée, les entreprises apportent de la valeur ajoutée pour essayer de localiser, de relocaliser un certain nombre d'emplois dans la région. Voilà, donc si on peut faire… alors pardon, juste… un sujet très important parce que je veux faire le lien avec le numérique bien sûr, hein, qui est le sujet d'aujourd'hui et les recrutements sur le numérique. Ça a été évoqué concernant les TPE-PME et notamment les commerces. L'enjeu est très, très important sur la transformation et sur la digitalisation de toutes ces TPE-PME. Et donc, nous avons tous et toutes, collectivités, Pôle emploi, un rôle très, très important à jouer là-dessus, à favoriser les écosystèmes, à amener le plus de petits commerces à se digitaliser, parce qu'au-delà des plateformes que nous mettons en place dans cette période de crise sanitaire, il y a tout un travail de transformation, de digitalisation de ces entreprises avec une véritable réflexion stratégique. Là, on crée une plateforme pour aller vite et pour sauver des emplois. Mais il y a à long terme toute une réflexion et une organisation et un mindset différent que doivent acquérir ces entreprises de façon à ce que, de façon pérenne, on crée des emplois dans ces petits commerces. Et du coup, le rôle clé là de tous les acteurs du numérique est important. Et il y a des emplois là qui est très très forts dans le numérique, y compris dans les TPE-PME. Il faut le rappeler aux personnes qui recherchent de l'emploi, donc peut-être pas dans les semaines qui viennent, mais très rapidement.
Voilà ce Et que je Amélie est dirais. d'ailleurs très engagée sur ces sujets de transformation numérique et de soutien au petit commerce, notamment avec l'opération que nous venons de lancer, Commerce tous en ligne, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Arnaud Moignet, par rapport à la Montpellier Méditerranée Métropole, quels sont les enjeux de l'emploi sur notre territoire? Oui, tout d'abord, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis nouveau dans ces fonctions. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur et de répondre avec l'homme de terrain que je suis. Voilà. Et inséré dans le monde de l'économie. Je vous dirais juste que, un peu la même chose que Madame Mercier. Donc, d'abord, on a mis en place des outils conjoncturels face à ce qui se passe. Et puis après, je dirais qu'on continue à suivre la ligne directrice mise en place par la métropole de Montpellier et par ses élus d'un point de vue structurel. Voilà, pour continuer à amener de la création de richesse, création de valeur autour de ce territoire. Je crois que d'ailleurs, il y a fort à faire sur le bassin de Montpellier, de sa métropole. Je crois qu'aujourd'hui, je remercie le président de m'avoir donné sa confiance. Je crois que ce que j'ai cru comprendre de cette nouvelle politique aujourd'hui, c'est que les élus soient de véritables catalyseurs pour favoriser cette création de richesse sur le territoire, cette création de valeur, créer une ambiance propice à la création d'entreprises, mais pas forcément être un outil de contrôle et qui veut tout maîtriser. C'est très très important si on veut arriver à créer une zone d'activité économique forte, avec des entreprises fortes dans l'avenir. Il y a énormément de travail de ce côté-là pour que peut-être également nos élus comprennent ce qu'est le monde réellement le monde de l'entreprise. Sur comment dire, les outils conjoncturels qui sont mis en place, écoutez, c'est assez simple. Hein, donc, le principal enjeu de la métropole dans ce contexte est la forte mobilisation des politiques publiques pour soutenir l'ensemble des acteurs économiques du bassin. Bon, dans ce cadre, la métropole a mis en place plusieurs mesures économiques dès le mois de mars d'ailleurs, comme l'exonération ou des aides au loyer pour les entreprises les plus touchées, que sont les commerçants, les artisans, la filière du tourisme, mais bien d'autres encore. Et pour le second confinement que nous sommes en train de vivre, certaines de ces mesures ont été réactivées, notamment l'aide au loyer et l'exonération des locataires de nos bâtis communautaires. Toujours un outil que l'on pourrait associer, enfin qu'on pourrait définir de conjoncturel, mais qui est également structurel. On va également favoriser la coopération et le rassemblement autour d'objectifs communs. Pour répondre de manière efficace à cette crise économique et soutenir l'emploi, la métropole s'engage dans un travail collectif avec ses partenaires que sont la région, le département, la CCI et la Chambre des métiers, la CMA, et d'autres réseaux d'acteurs économiques, bien entendu. Cet enjeu de coopération est bien entendu très important aujourd'hui et nous le mesurons. Donc, nous avons également abondé à hauteur de 1 million d'euros au fonds régional local pour soutenir les acteurs du tourisme. Voilà. Donc, le tourisme est un secteur d'activité qui est très fortement impacté. Donc, récemment, nous avons mis en place également une marketplace, Je soutiens mes commerçants, en partenariat avec les chambres consulaires. Un autre outil qui est plus structurel, celui-ci, c'est l'enjeu des années à venir. Hein, donc, c'est construire un territoire responsable et à impact positif. Donc là, on pourrait résumer ça en disant qu'aujourd'hui, l'environnement économique et social se complexifie et évolue continuellement entre crise sanitaire, crise sociale, crise économique. Donc, il nous amène à changer et à anticiper nos modes de développement. Cette évolution paraît irréversible. Donc, dans le même temps, nos entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la construction de sociétés plus stables, inclusives et certainement plus durables. Donc, un des enjeux prioritaires dès à présent et pour les années à venir est la transition de notre économie en favorisant le développement d'activités qui visent la performance globale, c'est-à-dire qui allient à la fois l'économie, la responsabilité environnementale, ça peut être dans l'agriculture ou tous les secteurs qui y sont attachés, et l'engagement social avec un ancrage fort, j'allais dire local, comme l'a souligné Madame Mercier. Cette crise sanitaire, du coup, a mis en avant un certain nombre de valeurs, hein, la résilience, le puissant levier des talents également, ainsi que la responsabilité vis-à-vis des autres et de l'environnement. Donc, il est clairement envisageable que les entreprises qui développeront leur activité de façon responsable ont dès à présent une carte à jouer un peu plus pérenne que les autres. Et le rôle de l'innovation dont vous parliez et des nouvelles technologies, notamment digitales, sera aussi déterminant dans cette dimension prospective pour construire une économie plus vertueuse. Ouais.
Mais ce que je voulais dire, voilà. Pardon. Ah, je vous en prie. Grand merci pour cette réponse très concrète et très factuelle. Au niveau de la région, je souligne également que la Cité de l'économie et des métiers de demain a ouvert. Je vous laisse en parler peut-être, Marie-Thérèse. Oui, donc je peux bien revenir effectivement sur, on va dire, les actions à plus long terme. Et donc ça fait le lien avec ce que disait Arnaud Moignet. On est effectivement sur comment finalement on crée des emplois de demain. Donc on favorise les filières qui ont des perspectives d'emploi fortes, mais aussi comment on favorise un monde plus humaniste et comment finalement dans ces métiers de demain on réfléchit à la fois finalement réconcilier, si on peut dire ça comme ça, l'homme et l'entreprise, et en tout cas l'homme dans le monde de demain, dans le monde d'après. Donc la région, première bien sûr volonté très forte, donc c'est dans la construction de ce qu'on appelle le Green New Deal. Donc on travaille bien sûr sur à la fois quelles sont ces filières d'avenir, et aussi de façon très concrète par rapport à ce qui a été dit précédemment, on réfléchit à inciter les entreprises à aller vers plus de responsabilité sociale et environnementale, vers bien sûr un respect de l'environnement. Et donc dans notre Green New Deal, donc dans le monde d'après, il y aura de plus en plus, on incitera de plus en plus les entreprises à aller vers ce monde d'après, vers cette construction du monde d'après, et de façon très concrète, tout simplement en créant des aides conditionnées. Donc, on favorisera le développement des entreprises par des aides conditionnées sur ces critères. La Cité de l'économie et des métiers de demain, elle a pour vocation de travailler aussi sur cette réflexion du monde d'après. Et donc, on est à la fois... on crée un écosystème dans cette Cité de l'économie et des métiers de demain, qui est un outil régional voulu par la présidente Carole Delga. Et c'est à la fois un outil de réflexion, un outil prospectif. C'est un lieu où on vient réfléchir, on vient construire, on vient expérimenter. Ce qui nous paraissait très, très important, ce n'est pas seulement effectivement un lieu de réflexion, c'est aussi un lieu où on expérimente des choses et où on les expérimente avec des citoyens, avec des entreprises, avec des philosophes et avec des sociologues. Parce que si on veut inventer le monde d'après, il faut le faire en transversal, et il faut le faire avec des gens aussi qui ont une vision, bien sûr, une vision humaniste des choses, et qui nous accompagnent sur ces réflexions. Montpellier Business School fait aussi partie du comité stratégique de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Donc, on est les universités. Donc, on est vraiment sur la création d'un écosystème. Alors, on a des filières stratégiques. Elles sont très importantes. On travaille bien sûr avec toutes les filières du numérique. C'est aussi important de le dire. Peut-être aussi par rapport au sujet qui nous occupe, dire que dans cette Cité de l'économie et des métiers de demain, on accueille la deuxième école de l'IA créée par la région, puisque la première était sur Castelnau. C'est l'école de l'IA de Microsoft. Donc là, c'est peut-être aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vraiment des écoles de l'intelligence artificielle pour des publics sortis des parcours scolaires classiques. Donc, Pôle emploi nous aide à recruter les personnes qui vont intégrer ces écoles. Donc, c'est des gens qui ne sont pas ou peu diplômés. Et on vient de créer la deuxième promotion. C'est IBM qui est sponsor de cette deuxième école de l'IA au sein de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Donc voilà, la Cité de l'économie et des métiers de demain, c'est vraiment comment on crée les emplois de demain sur les filières stratégiques. On va à la fin du mois présenter tous les enjeux de la filière de l'hydrogène, donc avec là beaucoup de métiers qui vont se créer, et c'est un lieu, bon, même si la période ne s'y prête pas, qui aura vocation aussi à accueillir des citoyens et des parents qui veulent se renseigner sur ces métiers de demain quelque part. C'est aussi dans notre rôle d'orienter les publics les plus jeunes ou les publics sortis de l'emploi vers les filières d'avenir pour qu'effectivement ils reviennent au plus vite vers l'emploi. Et en effet, vous parlez des métiers de demain, ça nous amène très logiquement aux questions de formation et d'employabilité. Et, par rapport à Montpellier Business School, Bruno Ducasse, quels sont les leviers que va apporter la formation pour l'employabilité aujourd'hui? Tout d'abord, aujourd'hui, quasiment tous les acteurs politiques ou économiques, y compris ceux du monde de la formation, s'entendent pour dire que la formation, c'est le premier levier d'employabilité pour les individus, que ce soit la formation initiale,
ou ensuite la formation continue. Un chiffre qui montre que la formation initiale est un enjeu très important, nos diplômés, pour 96% d'entre eux, sont en situation d'emploi dans les 6 mois qui suivent leur diplomation. Donc, l'enjeu de la formation est crucial et on voit bien que ce soit l'État ou les collectivités territoriales ont pris ce sujet à bras-le-corps puisque de nombreuses actions sont menées pour soutenir cette formation. Pour ce qui est de la formation continue, l'enjeu, c'est de pouvoir s'adapter aux nouveaux métiers. Nouveau métier d'ailleurs qu'on ne connaît pas forcément. Une étude qui date maintenant d'il y a 3 ans faisait ressortir que 85% des emplois de 2030 n'existaient pas. Donc en 2017, 85% des emplois de 13 ans plus tard n'existent pas. Alors, ça a toujours été, on a toujours eu des études qui nous ont dit dans 15 ans, les emplois de dans 15 ans, il y en a une grosse partie qui n'existe pas. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une proportion de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que le monde change plus vite qu'avant. Les outils numériques rapides, mais ça veut dire qu'il faut qu'un salarié, un individu, lorsqu'il est même en situation d'emploi, il doit avoir à l'esprit que la formation est primordiale. Et comme le disait Marie-Thérèse Mercier, ce qui est très important, c'est de voir à la fois les effets à court terme de la formation sur l'employabilité et puis les effets à long terme. Là, on est dans une situation de crise où différents dispositifs ont été montés. Notamment, il y a un dispositif qui s'appelle le FNE Formation qui est en vigueur encore, me semble-t-il, jusqu'à la fin de l'année de 2020 et qui permet à des salariés en situation de chômage partiel de pouvoir se former à moindre coût également pour l'entreprise. Et donc, les organismes de formation ont proposé des modules qui étaient des modules plus courts. On ne va pas pouvoir acquérir des compétences très, très importantes en quelques heures ou en quelques jours, mais l'idée, c'était de profiter d'un temps où il y avait moins d'activité et pour certains, une activité qui était à arrêter pour pouvoir se former. Et puis, il y a une formation qui est une formation sur une plus longue durée qui permet là d'acquérir des compétences, que ce soit des compétences techniques ou des compétences comportementales qui sont demandées par les entreprises. Et à ce titre, les organismes de formation, dont Montpellier Business School, se sont mobilisés pour justement adapter leur offre de formation au contexte et au fait que les entreprises demandent de plus en plus et de plus en plus souvent des compétences différentes et notamment de ce qu'on appelle les soft skills, qui ne sont pas des compétences techniques, mais plus des compétences comportementales. Merci pour cet état des lieux et un grand merci pour votre engagement. Avant de conclure cette table ronde, puisqu'il est déjà 9h43, Joseph Sanfilippo, un dernier mot? Oui, merci de me redonner la parole. Oui, un dernier mot quand même pour évoquer la situation des jeunes. J'évoquais la situation un peu dégradée du marché de l'emploi actuellement, mais il faut avoir, voilà, il faut avoir à l'esprit aujourd'hui que ce sont les jeunes les plus touchés par cette situation. On doit donc, nous, se concentrer vers ce public. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui se mobilise aux côtés de Pôle emploi, de l'État également. On pense au plan jeune qui a été lancé récemment. Et je voudrais aussi dire, parce que c'est très important dans le cadre de cette mobilisation, que les professionnels du secteur, les syndicats, les branches professionnelles sont à nos côtés. Je pense au MEDEF, je pense à la CPME et également les grands acteurs comme Facero qui aujourd'hui mènent aussi un certain nombre d'actions pour favoriser l'emploi des jeunes ou la formation. Voilà, donc les jeunes, une priorité absolue dans le cadre justement de l'accompagnement intensif à l'emploi ou à la formation.
Grand merci à vous quatre pour cet état des lieux et vos interventions très intéressantes. On doit maintenant conclure cette table ronde. Et dans 15 minutes, retrouver la prochaine table ronde sur les nouvelles manières de travailler et de recruter, animée par Augustin Valero du Florian Mentionne Institut. Merci. Merci.